Je pense que c'est le prix juste qui va être important. Et ton constat de dire aujourd'hui en Suisse romande, on a une problématique faite sur le pouvoir d'achat, et cette problématique, pas théorique, elle est réelle pour une majorité de la population, ça t'as absolument raison, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose que nous on a pu identifier, je dirais, dès 2024. Je dirais que cette population-là, aujourd'hui, a l'avantage très clairement d'avoir une palette d'offres en Suisse qui est très attractive, que ce soit en Suisse romande, que ce soit au Tessin, que ce soit en Suisse alémanique, et une diversité d'offres qui est très très forte. Je pense que si tu veux, ça nous concerne évidemment aussi, il y a des hôtels où on va aller chercher à offrir en fait une meilleure attractivité, mais dans une gamme de prix un peu plus élevée, sans être forcément dans le luxe. Nous, on n'est pas dans les 5 étoiles, d'accord? Donc on n'est pas dans les palaces, on n'est pas vraiment dans le luxe et l'ultra luxe, c'est pas notre métier. On est dans un luxe accessible, c'est-à-dire c'est du 4 étoiles, c'est le cas par exemple à Nanda, où on a travaillé pour améliorer l'expérience au spa. On a investi de l'argent l'été dernier, le wellness, te faire du bien, être dans un cocon, c'est quelque chose qui est attendu de la part de la population romande, qui est même prête à payer un certain prix pour ça, mais il faut que l'expérience elle soit bonne. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de Qual Insight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Patrick, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Ouais, je suis très contente de t'avoir dans mon podcast. On va discuter tourisme, on va discuter segment aussi sur comment attirer différents segments avec différentes attentes sur ce marché-là. On parlera de l'hôtellerie, de bains thermaux et de ton parcours aussi qui est assez diversifié en venant des médias jusqu'à l'hôtellerie. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on démarre la discussion? Volontiers. Je me décrirais comme un curieux épicurien, pour la faire très simple, qui est passé effectivement par les médias, qui est passé par la publicité, la communication, et puis qui aujourd'hui travaille pour un groupe qui s'appelle Boas Suisse Hôtel, qui comprend différents hôtels en Suisse romande, des centres thermaux comme celui de Saillon, celui d'Yverdon, des beaux hôtels comme l'hôtel 4 Vallées à Nanda, par exemple, Aquatis, l'aquarium, qui reçoit pas mal de monde à Lausanne. Donc il y a vraiment une diversité, on a six plateformes, vraiment une diversité de plateformes qui me permettent de jamais m'ennuyer, ce qui est une chance extraordinaire de toucher des publics complètement différents et puis d'essayer d'apporter un regard, pas une expertise, mais un regard sur ce qui t'intéresse aujourd'hui. Alors j'ai quand même une petite question plus personnelle, mais sur la personne qui n'aime pas s'ennuyer, qui, tu te disais explorateur épicurien, tes dernières vacances, c'était quoi? Alors, les toutes dernières, c'était l'Égypte pour me reposer dans El Gouna, qui est un village fait par quelqu'un qui est actif en Suisse. Alors, c'est pas vraiment l'Égypte, puisqu'on est quand même un peu dans une station touristique, mais c'était 4 jours parfaits. Patrick, moi, j'avais envie de te parler, de te partager pour commencer les résultats de ma toute récente étude, vraiment elle date de début de semaine, donc vraiment d'il y a quelques jours, parce qu'on va parler du tourisme de proximité, du tourisme local, donc toi tu le sais, je suis vraiment très intéressée principalement sur ce qui se passe en Romandie, sur le marché de la Suisse romande, et sur ce tourisme de proximité d'un jour, qui peut être des excursions ou juste une nuitée, ou peut-être 2, sur ces courts séjours. Vu que tu es actif à la fois dans le côté l'hôtellerie et puis les bains, je voulais te partager ces derniers résultats qui nous montrent que, donc prise d'information qui date du 7 janvier, les Romans constatent à 58% qu'il y a une baisse de leur pouvoir d'achat, une hausse des prix, que ce soit au niveau de l'alimentation, la malle, l'assurance maladie, les logements aussi, avec l'essence, l'énergie, etc. Et que l'impact premier, c'est sur les dépenses alimentaires et juste derrière sur les loisirs et les vacances. Et avec le constat que pour aussi 60% environ un salaire qui a stagné, ils sont moins de 10% à avoir eu une légère augmentation salariale, d'autres qui perdent leur emploi. Enfin bon, voilà, tu vois un peu le contexte. Et dans ce contexte-là, je me disais, tout le monde se serre la ceinture.
en tout cas en Suisse romande. Et donc dans ce contexte-là, sur comment est-ce qu'on vend encore des nuitées à l'hôtel, comment est-ce qu'on vend du premium dans des offres wellness plus exclusives pour les faire venir et les faire rester quelques jours. Je pense que c'est le prix juste qui va être important. Mais ton constat de dire aujourd'hui en Suisse romande, on a une problématique faite sur le pouvoir d'achat, et cette problématique, pas théorique, qu'elle est réelle pour une majorité de la population, ça tu as absolument raison, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose que nous on a pu identifier, je dirais dès 2024 en réalité, avec un point de constatation qui est toujours intéressant. On a Aquatis, donc à l'aquarium, il y a un shop. Et dans ce shop, en fait, tu as la possibilité d'acheter un stylo, comme tu as la possibilité d'acheter des peluches conséquentes. Donc tu as une diversité de produits. Sachant qu'on reçoit plutôt des familles avec des enfants de 4 à 12 ans, donc on est plutôt dans une population qui aime bien justement des produits diversifiés. Le ticket moyen des remonts, il a globalement baissé. Or, autant de produits, on a eu même des périodes où on avait un peu plus de visiteurs. Donc globalement, 2024-2025, on a gagné quelques milliers de visiteurs. Pas beaucoup, c'est 2% de progression. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans une situation où il y a moins de visiteurs. Mais le visiteur va moins dépenser à côté, que ce soit en restauration ou dans le shop. Oui, c'est des dépenses dites superflues. Exactement, parce que celle-ci, en gros, au lieu d'acheter deux peluches, tu vas en prendre qu'une. Ou tu vas prendre le stylo ou le magnète à la place du gros serpent. Tu vas faire des choix et tu vas arbitrer. Et ça, le remont, en fait, à petite dose avait déjà commencé à le faire en 2024, ça s'accentue maintenant. Et c'est clair, autre constat dans notre métier, et là c'est un constat qui est vraiment post-Covid, c'est les changements de comportement par rapport au repas de midi, qui se faisaient fortement dans les restaurants par le passé, et aujourd'hui en fait le restaurant devient presque une exception, hormis quelques corps de métier où il y a de l'argent qui est donné pour ces corps de métier, mais ça devient vraiment l'exception, le repas de midi. Et nous, on le constate aussi dans nos restaurants. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on a dû faire ou qu'est-ce qu'on doit faire pour redonner de la magie et l'envie finalement de consommer, c'est ça la question. Je pense que c'est la justesse du prix qui va être important, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, si je dois arbitrer en fait une augmentation de tarif d'entrée, parce qu'évidemment, il y a un propriétaire, comme dans tous les groupes, qui a aussi des loyers à verser, qui a aussi des charges d'énergie, qui a aussi des salaires qui sont aussi demandeurs, dont certains qui ont des conventions, il y a des CCT derrière dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, donc tu ne peux pas faire vraiment non ce que tu veux. Et c'est clair que là, c'est à nous aussi de convaincre notre propriétaire, comme d'autres, de dire peut-être on ne doit pas augmenter nos tarifs. Et nous, par exemple, nos tarifs d'entrée, que ce soit à Aquatis, que ce soit par exemple à Saillon, pour donner ces deux exemples, ils n'ont pas augmenté depuis 3 ans. On doit se battre en interne aussi pour ça. On doit expliquer pour ça. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On a dû même offrir quelque chose en plus dans ton tarif d'entrée. Par exemple, à Saillon, le temps était limité. Il y a encore 2 ans, tu pouvais rester que 3 heures à Saillon. Aujourd'hui, tu peux rester pour le même prix toute la journée. Le consommateur, en fait, il peut être différentes personnalités à différents moments de sa vie ou de la journée ou de la semaine. Et puis, ça nous permet de toucher une diversité. Mais je pense que très clairement, l'expérience en plus, le maintien du prix et le statu quo au niveau du prix, ce qui nous oblige, nous aussi, à renégocier des tarifs prestataires, à faire aussi plus attention, à mettre aussi une dose de durabilité, c'est-à-dire en gros on va chercher non seulement le côté local, c'est-à-dire moins de transport, moins de déplacement, quitte à payer parfois un peu plus cher, mais à avoir plus de valeur dans le prix avec lequel on va travailler. On a aussi internalisé certains métiers qu'on avait donnés à l'extérieur avant le Covid, en se disant oui, mais il y a il y a une taille, une dimension, une échelle où il vaut mieux qu'on donne à l'extérieur parce que ce sera économiquement plus intéressant. Lesquels, par exemple? Nettoyage.
nettoyage des chambres. Ok. C'est vraiment de ce qu'on appelle le housekeeping dans le domaine de l'hôtellerie. Mais ça, c'est des métiers qu'on est en train d'internaliser à nouveau, simplement parce qu'il y a une dimension économique. Tu n'as peut-être que 50 chambres qui sont occupées ce soir, mais ton personnel de housekeeping peut aussi faire d'autres tâches de facility management, alors que si tu as un prestataire externe, certes, tu vas payer que 50 chambres, mais ton personnel, il sera dédié que sur ces 50 chambres, et puis tu as un tarif fixe, etc. etc. Donc aujourd'hui, si tu veux, il y a aussi un redimensionnement de ces questions-là qui nous permettent non pas d'offrir moins pour le même prix, mais au contraire de chercher à offrir plus aux consommateurs pour le même prix et surtout stabilité des prix. Dans le domaine des loisirs, exception faite des festivals, je dirais des prestataires de loisirs et mes collègues dans beaucoup de musées aussi sont vraiment restés sur des prix avec un statu quo, parce qu'ils font le même constat que nous, on n'a rien inventé. Et juste sur le côté collaborateur, donc par rapport à ces services externes que vous internalisez, est-ce que ça signifie également que ça vous permet d'avoir plus d'attractivité en tant qu'employeur parce que vous offrez davantage de diversité dans les métiers qui ne sont pas faciles, à plus forte pénibilité ou... Est-ce que ça, c'est aussi un argument pour faire l'acquisition? Aujourd'hui, objectivement et honnêtement, non. Parce okay. que ça ne reste que des métiers difficiles et relativement peu attractifs, malheureusement, alors qu'ils sont passionnants. C'est plutôt pour l'optimisation interne. On est vraiment, et puis surtout pour le fait qu'aujourd'hui, en fait, en matière de gestion de gestion des métiers, on a aussi des personnes qui sont très polyvalentes et qui peuvent faire différents métiers et différents corps de métiers parce qu'elles ont cette expertise-là. Et puis de pouvoir profiter de cette expertise, parfois c'est fort utile parce que tu as des détails, mais dans l'hôtellerie, les détails sont importants. Et sur le segment des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé, moyen sup, qui recherchent une expérience un peu plus exclusive, comment ça se passe sur les plus restreints sur le marché? Mais par contre, on a quand même ces 15% dans notre sondage qui nous disent écoutez, moi, ça va bien, ça ne change pas grand-chose et je n'ai pas vraiment de restrictions à faire, j'ai beaucoup de chance, vive la Suisse, tout va bien pour moi. Je dirais que cette population-là, aujourd'hui, a l'avantage très clairement d'avoir une palette d'offres en Suisse qui est très attractive, que ce soit en Suisse romande, que ce soit au Tessin, que ce soit en Suisse alémanique, et une diversité d'offres qui est très très forte. Et je pense que si tu veux, ça nous concerne évidemment aussi, il y a des hôtels où on va aller chercher à offrir en fait une meilleure attractivité, mais dans une gamme de prix un peu plus élevée, sans être forcément dans le luxe. Nous, on n'est pas dans les 5 étoiles, d'accord? Donc, on n'est pas dans les palaces, on n'est pas vraiment dans le luxe et l'ultra-luxe. C'est pas notre métier. On est dans un luxe accessible, c'est-à-dire c'est du 4 étoiles. C'est le cas, par exemple, à Nanda, où on a travaillé pour améliorer l'expérience au spa. On a investi de la région l'été dernier, le wellness, te faire du bien, être dans un cocon, c'est quelque chose qui est attendu de la part de la population romande, qui est même prête à payer un certain prix pour ça. Mais il faut que l'expérience elle soit bonne. Les lieux soient très propres, donc ça veut dire qu'il faut les nettoyer très fréquemment, que tu aies peut-être du thé ou de l'eau citronnée à disposition en tout temps, que tu aies des sièges avec un linge dessus en tout temps, donc ça veut dire une fois que tu t'es enlevé de ton siège, attends qu'on vienne te le changer, etc. Ce type de prestation-là qui touche cette population-là, aujourd'hui on doit pouvoir l'offrir. On doit pouvoir offrir un écrin qui permette d'accueillir aussi cette population. Et par curiosité, ce segment-là en particulier, qui est à Nanda, pour reprendre cet exemple-là, tu dirais que c'est une clientèle qui est majoritairement suisse et de proximité, enfin proximité entre guillemets. Ah oui? Ah, complètement. Okay. Dans le cas de Nanda, les 3/4 des clients aujourd'hui, c'est Genève, Vaud, Valais. Okay. Ça, donc on est vraiment dans le cœur de métier. Donc c'est les gens que tu décris. Alors justement sur la thématique du tourisme, nous on a réalisé tout récemment aussi une grande étude sur les habitudes de voyage pour des courts séjours ou même des excursions à la journée, pour notamment le wellness, et donc une étude représentative sur la Suisse romande, plus de 1000 personnes, ce qui nous a permis d'avoir aussi des segments qu'on a pu identifier et qui sont assez solides pour ensuite faire un deep dive sur ces segments. Patrick, j'avais envie de te challenger sur les 4 segments qu'on a identifiés pour me dire, voilà,
quelles vont être leurs attentes, puisque donc dans cette étude de segmentation, peut-être pour les personnes qui ne sont pas habituées aux études de marché, on est vraiment parti de leur motivation, plutôt que tu vois genre âge, s'ils ont des familles, seniors, sociodémo, on est vraiment parti de, ok, quels sont leurs besoins, leurs attentes par rapport à cette escapade d'un jour ou ce mini week-end ou long week-end. Et on a isolé 4 segments. Et puis, je m'étais dit peut-être, on peut en choisir un autre. J'avais pensé à Yverdon-les-Bains parce qu'il y a tout un renouveau, une grande réflexion. Le centre va être rouvert avec toute une nouvelle offre, puisque ça datait des années 80. Et puis, donc il va y avoir beaucoup de changements. Donc peut-être en se projetant sur cette offre des bains d'Yverdon, comment les séduire. Le USP, donc le Unique Selling Points, qui va vraiment différencier et faire venir les personnes par rapport à ces 4 segments. Qu'est-ce que ce serait? Donc, sur ces 4 segments, on a en premier les pragmatiques. Donc, les pragmatiques, donc tu peux avoir des familles, typiquement, qui vont rechercher le côté prix, l'amusement, l'équipement à destination aussi des enfants, jeunes ou moins jeunes, et puis qui vont organiser ça longtemps à l'avance, donc ils vont être plutôt dans une attente d'organisation, de contrôle et de maîtrise des dépenses. Absolument. Et dans ce sens-là, ce qu'ils vont chercher dans le type d'établissement comme à Yverdon, c'est le fait d'avoir un all inclusive. Ça veut dire que finalement, pour gérer mes dépenses, si je sais que dans ce que j'ai payé 6, 8, 9 mois à l'avance, j'ai inclus les repas, les boissons pour les enfants, l'animation, si tu as un kids club qui est organisé sur place. Si j'ai vraiment ce côté all-inclusive, ça c'est une tendance montante pour cette cible-là. Les explorateurs, c'est le deuxième segment, donc il est un tout petit peu moins important. Les pragmatiques, c'est le plus grand, en termes de taille. Après, tu me diras, on est tous effectivement l'un ou l'autre à un moment donné, selon le moment dans notre vie, voire à l'échelle de la semaine. Mais donc, on avait 31% des pragmatiques, 27% des explorateurs, qui eux recherchent plutôt la découverte, l'insolite, le renouveau, l'expérience. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour attirer et séduire nos explorateurs? Je crois qu'on a une chance. Alors, si on reste sur Yverdon, les bains thermaux restent en fait un produit loisir très attractif pour les Romans. Tu as 50% des Romans qui ont été dans des bains thermaux il y a 6 mois et tu en as autant qui ont prévu d'aller au moins une fois dans des bains thermaux. Des fois, la notion de bain thermaux, elle est un peu fragile. Oui, entre le sauna avec ton rituel. Chauds, d'accord. Mais cette notion de se dire, je ne suis pas dans la piscine publique, mais je suis déjà dans une piscine ou dans un établissement sur lequel il y a des bains chauffés. Il y a sans doute d'autres expériences qui sont des expériences sensorielles, qui sont des expériences aussi avec une pierre chaude qui peut être froide, avec une partie qui peut être une salle complètement glacée. Bref, tu multiplies ces expériences pour non seulement passer du temps, mais de faire du bien. Aussi ce côté très cocooning qui va être recherché par ces explorateurs-là. C'est aussi un public très transversal. Ça touche aussi bien la génération Z à nouveau que des seniors qui vont être aussi très demandeurs de ce type d'expérience. Un peu plus urbain, si je me souviens. Absolument, absolument. Qui a aussi un certain pouvoir d'achat puisqu'il s'agit de multiplier les expériences. C'est-à-dire, je ne vais pas renouveler, et c'est pas l'abonné de base, c'est pas la personne qui va revenir 10 fois au même endroit. Non. Il va tester. Voire ce sont ceux qui peuvent renoncer à fonder une famille en se disant, en fait, pour des raisons financières, on va préférer avoir un lifestyle. Et ce public-là, très clairement, il va chercher aussi peut-être à se dire, je vais pouvoir passer une journée complète. Il va aller rechercher aussi quelque chose sur lequel lui va se sentir un peu privilégié. Soirée adulte only? Alors, très clairement, ça fait partie, on le voit, tu as un certain nombre d'hôtels à Zurich, par exemple, qui sont en train de développer cette offre-là. C'est-à-dire que tu n'as plus accès avec des enfants et ils ne veulent plus cette possibilité-là. C'est aussi le cas dans des resorts à l'étranger. En Suisse romande, c'est plus rare. On le voit dans certaines villes et dans certains hôtels, mais ce n'est pas encore
c'est pas encore développé. Je pense que ça, c'est une tendance qui va être très très forte. Tout comme à l'opposé, on a les bains de Saillon. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mes enfants, clairement, en bas âge, tu vas souvent au bain de Saillon parce que c'est le seul endroit qui Et ça va le rester. Voilà, et la volonté, c'est un positionnement clair pour Saillon. On veut le préserver, ce positionnement, parce que ça offre cette possibilité-là. Sur le troisième segment, on a les actifs sociaux, donc qui représentent aussi une bonne part du marché. Alors là, on a, de nouveau, on n'a pas que des jeunes, mais ils sont un peu plus dominants chez les moins de 35 ans. Et puis eux, ils vont rechercher aussi des moments de partage en groupe. C'est le seul segment qui se distingue vraiment très nettement sur ses attentes de partir en groupe, et avec aussi de l'expérientiel, mais qui va être davantage autour du sport. Donc du paddle, c'est ceux qui veulent des salles d'escalade en montagne, tu vois. Absolument. Vous avez prévu de les attirer comment, ceux-là, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir ces actifs sociaux? Là, ça ne va pas être une cible prioritaire, très clairement. Par contre, c'est une cible très importante. Et sur le côté expérimentiel, tu as parfaitement raison. Pour faire un trail à Verbier, pour prendre cet exemple, de prendre une nuitée avant, une nuitée après, de pouvoir être directement sur place, même de prendre congé durant la semaine, parce qu'il y a un trail de 50 km qui est prévu le samedi, sur lequel ils sont préparés pendant 6 mois avant pour le faire. C'est vrai aussi en matière musicale. C'est un public qui est prêt à se déplacer pour un concert à Londres, à Milan. Donc ça veut dire que c'est des gens qui vont être prêts à se déplacer pour ce type d'expérience, qui ont aussi les moyens de le faire. Ok, et puis mon dernier segment, il est plus petit, ce sont les épicuriens tranquilles, ils représentent 15%. Donc eux, ils ont le budget, c'est ce dont on parlait, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Et par contre, là, ils veulent le zen, la zénitude, le calme absolu. Comment tu les attires? Qu'est-ce que tu leur proposes si on reste sur le Caliverdon? Eux, très clairement, ils vont aussi chercher à venir dans des périodes de plus faible fréquentation. Donc ça veut dire que tu vas aussi les attirer non seulement avec l'expérience du calme, ça veut dire qu'il y a aussi des zones sur lesquelles ils vont pouvoir prendre leur temps. Donc ça, c'est à nous à créer, durant, je dirais, des périodes de fréquentation plus faibles, une attractivité plus forte pour ces publics-là et de mieux les cibler en matière d'offres. C'est aussi des gens qui restent sur des séjours un peu plus longs. C'est-à-dire là, on n'est pas forcément que sur de l'excursionniste, c'est-à-dire qui vient à la journée et qui repart, ou qui vient 4 heures et qui part. Là, on est aussi chez des gens qui se disent j'ai un peu de temps devant moi. Si l'expérience est bonne et si la restauration est bonne, oui, parce c'est que vrai que l'enjeu, gastro, il va compter. Ça va être un des éléments clés. Et eux vont aussi aller chercher ce côté expérience culinaire. Le bar va être aussi super important. Est-ce que tu as un barman qui va faire la mixologie, qui va tout à coup créer une expérience particulière? Ça sent les vacances là, Patrick. Là, on y est presque. Absolument. Ok. Dans les campagnes d'activation, tu vois, quand on se dit, bon, là, on a nos pragmatiques, nos épicuriens, bon, comment on peut essayer de les toucher? Quand on lance des campagnes, toi, en professionnel du marketing, tu vois les sommes aussi énormes c'est très conséquent pour pouvoir mettre des choses en place sur des plus grandes échelles. Comment vous y prenez pour vos stratégies de marketing? Est-ce qu'il y a des ciblages justement sur ces motivations? Est-ce qu'on est plutôt sur du ciblage famille, senior, couple? Quels sont, en quelques mots, et puis pas tout dévoiler évidemment votre stratégie, mais quels sont les enseignements aujourd'hui, en 2026, c'est quoi les tendances de renouveau dans ce targeting et activation, en fait, pour toucher les publics? Alors, comme on a, nous, une palette d'activités, une palette de lieux, une palette de saisonnalité, et puis une proportion aussi de certains hôtels qui sont très dépendants du tourisme d'affaires, d'autres pas du tout. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a ça encore en plus à prendre en considération. Un petit détail, c'est vrai. Si tu veux, dans le business, hôtellerie, restauration, loisirs, il y a aussi effectivement la partie B2B en Suisse romande. Oui, c'est vrai, on les avait pas dans le sondage ici, mais plus ou moins conséquente. Donc on a cette diversité. Donc là, on est en fait dans une hyper-fragmentation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un travail qui est fait plutôt par corps de métier. L'hôtellerie, premier moteur de vente, la masse des clients, ils vont venir parce qu'ils ont besoin d'aller à Genève à un moment donné. Ils regardent les tarifs du nombre d'étoiles en dessous, du nombre d'étoiles au-dessus. D'accord, tu mets tes filtres et puis tu fais ta sélection sur cette base-là.
ce qu'on appelle les OTA, c'est-à-dire Booking, Expedia, tout ce marché-là va driver quand même une grande partie de clientèle sur la partie hôtel de ville. Donc là, tu dois être fort. L'important, même si les gens n'achètent pas par les OTA, dans notre cas, on a la chance très peu dépendant des OTA, mais on sait que dans le choix, dans la sélection, c'est quelque chose qui est important. Donc vous investissez pour être dans le top ranking, ce genre de choses. Oui, et puis d'être aussi très fort dans le référencement sur Google. Puis après, on peut se dire, oui, mais l'IA, aujourd'hui, chat, alors ça reste anecdotique. Il y a une belle croissance, mais ça reste anecdotique. Vous arrivez à détecter si vous avez été identifié dans ChatGPT? Oui, mais aujourd'hui, c'est dans des proportions, honnêtement, qui sont... en dessous de 5%, clairement. Inférieures à 1%. Ok. Aujourd'hui. Mais ça va croître, ça c'est certain. Inévitablement. Oui. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire... c'est pas important, il ne faut pas surveiller, mais c'est après l'énergie et les investissements et les moyens que tu vas mettre sur ce créneau-là. Je pense que c'est encore à observer, c'est encore à surveiller. Donc plutôt du SEO que du GEO, comme aujourd'hui, pour notre petit jargon de marketeur. Mais je parle en Suisse romande et je parle pour nos métiers. Il y a peut-être des collègues qui auront une vision complètement différente ou une réalité complètement différente. Je parle vraiment en ce qui nous concerne. Sur la partie, par exemple, activité loisirs, alors là, chat comme les outils d'IA, c'est vraiment très très faible. Là, on est plutôt à 0,1%. Puis les taux de progression sont infimes, vraiment infimes. On n'est pas dans de la transformation non plus d'audience en acheteur. On est vraiment dans de la curiosité, dans de la recherche. Parce qu'évidemment, quand on est arrivé avec Chat, si tu te rappelles, il y a 1 an et demi, 2 ans, on nous promettait de faire ton séjour complet. J'ai des collègues et des connaissances qui ont pu faire effectivement des séjours complets en utilisant Chat à l'étranger, en Suisse. Mais pas avec la résa intégrée. Mais pas avec la résa intégrée. Tu vas pas acheter, tu vas continuer d'acheter ton billet d'avion, ta chambre d'hôtel, tu vas l'acheter encore individuellement. Aujourd'hui, demain, c'est autre chose. Oui, moi, tu as quand même maintenant les sites intégrés. Enfin, ça a quand même déjà évolué sur juste les 6 derniers mois. Là, tu as intérêt, si tu veux, avoir des sites qui sont optimisés et qui sont, je dirais, bons pour être très bien référencés sur ces plateformes-là. Mais aujourd'hui, par exemple, dans le modèle de Chat, de se dire, est-ce qu'on doit, lorsque Chat s'ouvrira à la pub en Suisse romande ou en Suisse, est-ce que tu dois investir massivement là-dessus? Plutôt tendance à dire non. Aujourd'hui, demain, c'est autre chose. Est-ce que tu penses que les personnes mettront dans leur prompt, voilà, je suis une famille, on est une famille de 4 avec 2 ados, je pense à moi, 16 et 18 ans, trouve-moi un truc où ils vont avoir de quoi faire et qu'on passe quand même un bon moment, mais pas plus que 3 nuits parce qu'après ça les saoule et ils veulent revoir leurs amis. Ou bien, donc c'est plutôt toi en termes d'attente, ou est-ce que les gens seront plutôt, voilà, j'ai un budget total de 600 francs, je suis prêt à partir aussi jusqu'en France. Je crois que les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si toi-même tu l'as testé ou tu as testé Chat ou d'autres outils. Moi, je suis je connais très bien, je suis assez passionnée par le sujet. Et je trouve très intéressant parce que tu peux mettre quand même un certain nombre de critères. C'est-à-dire tu peux dire que ton ado, il est passionné par l'espace et puis que ta fille, elle, adore pouvoir avoir des moments pour elle ou qu'elle adore la partie mode. Tu peux intégrer ces paramètres et honnêtement, je suis très favorablement impressionné de voir ce qu'il en sort aujourd'hui. Et puis ce que tu arrives à pouvoir faire comme programme en ayant un certain nombre de contraintes, ce qui te sort comme programme ou ce que peut, je dirais, avoir comme source d'inspiration, je trouve ça assez étonnant et impressionnant. Oui, parce qu'ils vont chercher à la fois ce que tu as mis sur ton site et peut-être les messages cachés, enfin c'est toutes ces pages de blog qui ne sont pas forcément visibles, mais aussi sur les avis consommateurs qui pour la plupart sont vrais, mais il y a certains autres sites où ça l'est moins, quoi, tu vois. Un certain nombre. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des politiques de développement de marketing expérientiel sur des témoignages réels ou fantasmés pour faire de l'attractivité?
qui sont aussi envisagés pour pouvoir s'assurer que quand les robots scrollent dans tout ça, ça émerge aussi pour pouvoir adresser ce type tu vois, d'expérience que tu viens de citer, l'exemple. Je pense que c'est aujourd'hui, je ne sais pas encore comment ça va être réglementé et régenté. Il y a plein de problématiques de droit, et puis il y a des problématiques qui sont quand même liées à tes recherches précédentes. C'est-à-dire que si tu as fait, pour tes travaux d'études, que tu as fait déjà un certain nombre d'analyses ou de travail sur ce type de plateforme, en fait, ton chat, il va aussi interpréter tes recherches précédentes pour pouvoir influencer ta nouvelle recherche liée à tes propres vacances. Donc, c'est assez... La personnalisation, elle peut être... c'est fou. Ça va être compliqué aussi selon les usages pro et les usages privés. Ça va être de plus en plus complexe. Ça va requérir aussi des compétences nouvelles dans les métiers. Par exemple, c'est assez intéressant aujourd'hui dans le domaine de la formation. Hôtellerie Remonde a une offre de formation qui touche la partie gastro, la partie service, classique, la partie normal. Digital marketing. Il y a vraiment une offre très riche, je promets très très riche. L'IA, c'est un coup. Je suis convaincu que dans un an, on sera à 4 ou 5 formations différentes autour de l'IA, avec des domaines beaucoup plus spécifiques, beaucoup pointus. Et dans 3 ou 4 ans, je suis convaincu que ce sera la moitié ou une bonne partie de la formation. Ce qui est important par rapport à la partie témoignage, puisque c'était un de tes points de question, c'est clair qu'aujourd'hui, si tu veux, beaucoup de gens dans le domaine de l'hôtellerie ont travaillé avec des influenceurs. Alors nous, on n'a pas une énorme expérience, on a des micro-influenceurs voyage, des influenceurs mode, deux stars que je mets entre guillemets qui sont venus. Donc on a différentes expériences. D'accord. Assez intéressante parce que ça te permet aussi de mieux comprendre les modèles, de mieux comprendre ce qui peut... Combien ça coûte et combien clique et combien ça nous amène de clients. Aussi. Et puis, en parallèle, si tu veux, dans mon esprit, moi j'ai toujours le modèle du Cerveau à Zermatt, qui est un 5 étoiles, qui travaille depuis 5 ans uniquement avec des influenceurs étrangers, principalement Amérique du Sud, Asie, États-Unis, donc des influenceurs qui sont des influenceurs voyage, vacances, tourisme, donc c'est vraiment des cibles et ils travaillent que là-dessus sur le plan de la communication. Tu verras pas ou pratiquement pas de pub classique. Oui, bon, après ils sont sur une cible ultra exclusive, App Market. Et puis c'est Zermatt. Mais aussi très Gen Z, c'est aussi la cible qu'ils ont voulu viser. Donne-moi juste une fourchette de budget annuel communication dédiée en fait aux influenceurs. Donc on parle d'un hôtel qui a environ 80 chambres, entre 150 000 et 250 000 francs. 250, ça m'étonne pas. Et aujourd'hui, si tu veux, leur choix a été fait là-dessus. Donc ils investissent plus sur les influenceurs que la partie SEA, par exemple, avec des très bons retours. Mais c'est le Cerveau, c'est Zermatt. Oui, bien sûr. Donc il y a, si tu veux, je pense que ces hôtels-là, ils sont très rares en Suisse. C'est vrai pour, sans doute, ça peut être vrai pour le Chedi, ça peut être vrai pour le W à Verbier, mais ils sont peut-être 15, 20 en Suisse. On a quelques milliers d'hôtels. Le public a aussi compris qu'il y avait des hôteliers qui achetaient des avis positifs ou négatifs s'il s'agit d'embêter ou d'ennuyer un voisin. Ça commence aussi à être assez bien compris. Et puis, on voit par exemple un site comme TripAdvisor qui a 7-8 ans était un facteur important pour driver du trafic vers nos sites, vers nos outils de réservation. C'était important. Aujourd'hui, ça pèse 0. Ok. Perte de crédibilité, de confiance. Complète. Et je pense que là les avis vérifiés... Ça va devenir de plus en plus la norme, parce qu'aujourd'hui, tu peux être honnêtement frustré dans le sens, si tu es hôtelier, et puis si j'ai oublié de mettre un sucre, d'accord, en te servant ton café au bar. J'ai oublié.
ce qui peut arriver. Ça reste un être humain qui te sert, d'accord? Qui peut aussi avoir ses problèmes du jour. Il est peut-être venu vers toi, il t'a salué, il avait un grand sourire jusque-là pour te servir, il a pris note, mais il a oublié le sucre. T'en as, ils vont mettre une tartine comme ça, comme avis client, pour dire, mais le service était catastrophique, ce serveur était nul. C'est difficile aussi pour les personnes qui sont en face, pour le serveur en question. C'est très compliqué. Ça, on ne s'en aperçoit pas. Mais est-ce que le serveur en question, vraiment, il reçoit l'info? Est-ce qu'il va checker les avis sur les plateformes? Ouais, c'est plus vrai que ce que tu imagines. Mais très clairement, disons, ce que nous, on essaye de faire, c'est de filtrer ces éléments-là. C'est-à-dire, c'est pas que le serveur le prenne de face, surtout pas de face. Après, il peut y avoir des erreurs, d'accord? Il peut y avoir des erreurs manifestes, il peut y avoir des attitudes qui sont pas bienveillantes, ce qui peut arriver chez nous comme partout. Donc ça, c'est clair qu'on corrige ces éléments-là. Mais l'exemple que je te donne, pour moi, est loin d'être une erreur. Tu vois, je répète, le contexte, il peut être particulier. Donc là, on est plutôt, on dédramatise auprès du serveur en question, parce que peut-être qu'il se sera même fait engueuler en plus. D'avoir oublié ça. C'est intéressant parce que moi qui fais beaucoup d'études d'expérience client et puis aussi sur l'engagement collaborateur, je me demande si c'est un moyen de faire remonter de l'information côté client vis-à-vis justement du staff et de l'attente par rapport à l'accueil, le service, c'est tellement important dans l'hôtellerie. Comment est-ce que vous gérez ça au niveau... Bon, alors tu n'as pas la casquette RH, mais est-ce que tu as des billes ou des infos à me communiquer par rapport à ce volet plus RH? Aujourd'hui, sur la partie RH, c'est clair qu'on est dans des métiers, c'est-à-dire hôtellerie, restauration, qui sont devenus moins attractifs et beaucoup moins attractifs post-Covid. Il y a eu une transformation claire et nette. Et si tu regardes aujourd'hui le marché en Suisse romande de l'hôtellerie comme de la restauration, tu as de plus en plus d'établissements où les collaborateurs sont placés au centre. C'est-à-dire qu'on n'est plus, c'est plus le propriétaire qui est au centre et les intérêts du propriétaire. Parfois, c'était le client, parfois. Là, c'est souvent vraiment... même, excellence, le client roi... À l'époque. Alors ça, c'est un peu comme le greenwashing, c'est-à-dire souvent, tu as des établissements qui disaient mettre le client au centre. En réalité, c'était pas forcément la réalité. Par contre, concrètement, aujourd'hui, et tu vois même autour de nous, un des exemples que je trouve intéressant, qui est dans le domaine de la restauration, le chef en fait de l'hôtel d'un 5 étoiles à Genève qui a ouvert en fait le restaurant Journe. Ce chef d'un 5 étoiles, il devait assurer les petits déjeuners, les repas de midi, les repas du soir, plus des prestations pour des entreprises, plus du service traiteur, 7 sur 7, 365 jours par année. Le mec, c'était une sommité, un mec vraiment excellent, très très bon, charismatique. Qu'est-ce qu'il a constaté autour de lui? Lui avait plus envie de ce rythme-là, très clairement. Puis vous voyez que son équipe autour de lui, il perdait des gens de valeur qui n'avaient pas envie de ce rythme de vie, parce qu'il passait à côté d'autres choses. Aujourd'hui, il a ouvert un restaurant d'excellente qualité, très bonne facture, mais qu'il ouvre en fait 5 jours par semaine. Je pensais que tu allais me dire 3. Okay. Les collaborateurs travaillent sur 4 jours, pas sur 5. Donc il a trouvé un meilleur équilibre, mais il a fait en fonction des collaborateurs. Et si tu regardes aujourd'hui même les photos et autres, il se met derrière les équipes. Il met toujours ses équipes devant. C'est plus lui qui est devant. Et je trouve, alors c'est peut-être, il y a quelques symboles à travers ça. Ça reste le chef, ça reste, il est aussi actionnaire, donc ça veut dire qu'il a aussi un intérêt financier. Mais il a fait peut-être un choix de gagner moins, mais de vivre mieux et d'offrir une prestation et une expérience différente pour les clients. Les clients se ruent, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut, ou après, il est super bon aussi dans l'expérience qu'il offre et dans le niveau gastro. Est-ce qu'on peut espérer une révolution, un vrai changement au niveau de la gestion des ressources humaines sur cet aspect flexibilité, équilibre vie privée? Je crois tout simplement, on n'aura pas le choix. Comment faire avec ces métiers? Comment faire? J'ai les mêmes discussions sur le métier des infirmières, du soin des personnes à domicile et chez les résidents, des EMS, etc. Est-ce que tu penses qu'avec les outils d'IA qui vont pouvoir faire des calculs très complexes pour pouvoir gérer tous ces plannings, ça va pouvoir ouvrir des nouvelles portes? Est-ce que c'est une question de gestion des heures et des plannings pour donner cette liberté? Je pense que ça c'est un critère. L'autre critère, très clairement,
Tu as aujourd'hui de plus en plus de monde qui ont plusieurs métiers, qui arrivent à faire à un moment du service où ils sont électro dans une boîte, ils ont peut-être même ouvert à côté une petite boîte dans laquelle ils vendent des fleurs avec madame, et puis ils ont peut-être encore un troisième métier. Ça, c'est quand même une réalité. Parfois pour tout simplement survivre, soit aussi parce que c'est des gens qui se sentent un peu frustrés dans leur métier parce qu'il est contingenté. Alors il y a l'aspect économique qui est intéressant, mais de l'autre côté, intellectuellement, peut-être que ça n'apporte pas toute la créativité dont ils auraient besoin. Donc on multiplie les métiers. Et sans doute que dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, en tout cas en ce qui concerne notre groupe, la clé, elle sera aussi sur du temps partiel. Et donc ouvert à des gens qui sont en reconversion à 45-50 ans? Et qui très clairement auront peut-être eu d'autres expériences ailleurs dans d'autres temps et qui viendront travailler pour nous. Parce que le risque, si on ne fait pas ça, si on ne va pas vers plus de flexibilité dans notre métier, puis aussi vers plus, je dirais, de travail qui te permettent peut-être de passer du housekeeping au service si tu en as envie, si tu en as les compétences et si je t'accompagne pour le faire. Parce que ça va être super important. Et puis peut-être de pouvoir aussi changer de vie. Parce que si demain tu rencontres un copain qui habite Lausanne, mais que tu rencontres quelqu'un et puis que ce quelqu'un en question, il vit à Sion, si au sein du même groupe, moi, je peux t'offrir aussi un job en Valais parce que je ne veux pas te perdre, parce que tu es quelqu'un de compétent. Ben, c'est peut-être là aussi où j'ai un avantage employeur parce que finalement, avec ton même contrat, demain, tu peux continuer de travailler. Et je pense là, on doit offrir aussi ce type de flexibilité-là. Tu sais, ça me fait penser à une interview que j'avais eue avec Alec Henry qui soutient des entrepreneurs. Et puis, donc, il est suisse, mais maintenant il est à Dubaï et puis il a aussi une antenne sur France et Genève. Et puis lui, en fait, chaque personne qu'il onboard, il lui donne un cours de culture suisse. Oui. Enfin, de culture, en fait, voilà, pour justement, et y compris dans la terminologie de nos mots, même dans le canton de Vaud, et pour avoir vraiment toutes ces particularités de comment ça se passe en Suisse, pour pouvoir... Genève Tourisme et Lausanne Tourisme sont alors Genève Tourisme a déjà mis ça en place. C'est en fait le rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire il propose au métier de l'hôtellerie et de la restauration, il n'y a aucune obligation. D'accord, c'est vraiment feel free. Par contre, je trouve ça assez intéressant. Genève, le programme est assez bien abouti et c'est vraiment un programme très inclusif. C'est-à-dire, c'est de pouvoir prendre des gens qui vont être aux réceptions d'hôtels, qui vont être au service, de pouvoir leur montrer en fait des lieux un peu symboliques à Genève. Pourquoi ? Parce que l'horloge fleurie, c'est quelque chose qui est attendu par une partie du public. Il faut comprendre où elle se situe. Tu as d'autres lieux dans le vieux Genève qui sont aussi très symbolique, c'est de leur montrer ces endroits-là. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est un vrai programme, donc c'est une initiative, si tu veux, qui est commune pour l'ensemble des hôtels. C'est pas parce que toi tu appartiens au groupe X, puis moi qui appartiens au groupe Y. Lausanne a aussi un programme existant qui permet en fait aux gens, au personnel des métiers de l'hôtellerie de pouvoir visiter différents lieux culturels dans la ville. Puis là, ils sont encore en train de développer des programmes supplémentaires, c'est-à-dire avec de la visite, avec accompagnement qui puisse être fait pour pouvoir donner cette formation. Pourquoi ? Parce que quand on reçoit à Lausanne, comme dans le cadre de la fête fédérale de gymnastique, c'est fantastique. Hein ? Tu reçois 60 000, entre 60 et 70 000 Suisses alémaniques, dont certains qui ne sont jamais venus en Suisse romande. Intéressant. Il y avait une sacrée ambiance. Hein. Une ambiance incroyable. Franchement, topissime. J'ai adoré ça. Mais là, tu leur vends quelque part un tout petit peu la destination. Certes, ils sont venus une fois, mais tu as envie qu'ils reviennent, d'accord, clairement. Donc, tu as intérêt à être bon. Tu as intérêt à être bon au service, tu as intérêt à être bon à l'accueil, tu as intérêt à être bon dans le contact, tu as intérêt à être bon dans les recommandations que tu pourras faire. Et là, très clairement, quand je vois ce qui se fait à l'étranger et parfois ce que nous, on offre, je nous mets aussi dans le lot, je pense qu'on a encore une marge de progression qui est intéressante. Et là-dessus, on peut travailler. Parce que de nouveau, on revient sur ton point de départ. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent chez toi ou reviennent chez toi ? Ça va être aussi le service, ça va être l'accueil, ça va être le personnel. Et le personnel
est vraiment central. Pour justement les attirer déjà ce marché de la Suisse alémanique et offrir une bonne expérience. Qu'est-ce qui est différent des romans? Qu'est-ce qui les fait venir? Qu'est-ce qui ferait venir un Suisse allemand à Yverdon? Parce qu'il va plutôt aller dans le Valais. Nous, on voit que dans les études, ils sont, je sais plus, 65%, je pense, à vouloir d'abord faire l'excursion d'un jour dans le Valais avant d'aller ailleurs dans la Suisse romande. Comment on les fait venir? Comme tu le fais, toi, au niveau de ton métier, Esther. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis, moi, voilà, j'aimerais parler l'allemand ou j'aimerais mieux parler l'allemand. C'est-à-dire finalement, pour m'adapter, j'aimerais en tout cas parler une langue commune avec la personne que je vais accueillir ou le client que j'ai envie d'accueillir dans mon étude. La problématique de la langue est super importante. Donc, combien d'hôtels est-ce que tu vois les langues parlées par même les gens qui font le nettoyage, qui font du service, qui sont à la réception? Combien de fois est-ce que tu vois les langues parlées? Quand tu le vois, combien de fois est-ce que tu vois un petit drapeau avec l'allemand? Jamais. Trop peu en Suisse romande, beaucoup trop peu. Et pour moi, mais c'est une réalité dans l'accueil du tourisme en général. Une anecdote chiffrée, parce que tu aimes bien aussi les chiffres, la plus forte hausse des touristes à Genève, des nuitées touristiques à Genève en 2025, elles proviennent de 2 pays, la hausse. Chine et Brésil. Dans les 2 cas, Chine et Brésil, c'est des gens qui parlent très peu l'anglais, voire pas du tout. Mais on sait par contre très clairement dans quels hôtels les Chinois seront à Genève. Les Brésiliens, c'est moins clair. Mais c'est intéressant de se dire ces 2 populations, très clairement, si tu ne parles pas un petit peu de portugais à défaut de parler brésilien, mais ton personnel portugais, quand aujourd'hui, 60 000 nuitées qui sont générées par des Brésiliens, ton personnel qui parle portugais, tu dois le mettre en avant parce que c'est une chance d'être bien accueilli pour le client. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, un des problèmes numéro 1 en Suisse romande qu'on a, c'est clairement la problématique de la langue. Et nous, on a été confrontés, par exemple, au niveau d'Aquatis, ça a été aussi des questionnements. Aujourd'hui, un tiers de nos visiteurs viennent de Suisse alémanique. Donc, on se doit d'offrir des visites guidées en allemand. Alors, on ne peut pas le faire en Zürichdeutsch, on ne peut pas le faire forcément en Bernerdütsch, mais on le fait en tout cas en allemand, en se disant, il y a un peu, si tu veux, l'esprit commun. On fait aussi en italien, mais c'est un peu plus marginal. Même chose au niveau de l'accueil, même chose au niveau de la caisse, où là on a du personnel qui parle l'allemand, qui parle même dans certains cas le Zürichdeutsch, même l'italien. Il faut cette offre-là. Quand tu arrives à la réception d'Aquatis, tu as tes tarifs qui sont aussi en allemand. Pourquoi? Même si le prix est le même, à la fin tu dois comprendre que c'est l'entrée adulte ou que c'est l'entrée enfant. Je pense que la question de la langue, elle est prioritaire aujourd'hui. Elle est super importante, puis elle est clé pour pouvoir les attirer. Avant même l'offre, le service, le personnel, etc. Et puis, je pense qu'après, il y a des facteurs d'influence. Tu as raison. Le Valais reste un point attractif pour les Alémaniques. Et c'est vrai que ça reste un point d'accueil. Les montagnes sont plus jolies que Yverdon, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. La dernière petite question pour boucler, c'est un jeune qui a envie de se lancer, de faire son apprentissage, qui hésite à se lancer dans l'hôtellerie. Qu'est-ce que tu lui dis pour être vraiment honnête et sincère? Pas juste le faire venir. Qu'est-ce que tu lui dirais de vrai pour qu'il sache où est-ce qu'il met les pieds et quand même faire en sorte qu'il dise « Ok, j'y vais ». Je l'inviterais à venir prendre un verre chez nous, juste pour qu'il puisse voir et observer. Parce que je pense que c'est le meilleur moment. C'est-à-dire de voir aussi, tu as une personne qui vient, qui pose des questions ou qui est en attente de réponses, parfois très servicielles. Je me rappelle de gens qui venaient d'une famille, qui venait de Turquie, qui venait pour la première fois en Suisse et qui venait pour la première fois à Lausanne, puis où le réceptionniste parlait pas le turc. Et en fait, son réflexe, que je trouvais juste génial, et c'est là où moi je dis la génération Z, ces nouvelles générations, c'est fantastique. Google Translate. Exactement. Bah oui. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de le voir avoir le super bon réflexe
de pouvoir donner les bons renseignements à la personne en question de cette manière-là. Et quand tu vois ça, et quand tu vois le smile sur la tête des gens qui avaient dans leur langue, parce qu'ils baragouinaient l'allemand et franchement ils parlaient même pas l'anglais, donc ça veut dire que vraiment la personne à la réception, elle a eu le super bon réflexe. Et je lui ai dit, Mathieu, qui est un jeune en l'occurrence, parce que moi je passais dans les couloirs au même moment, j'ai dit mais c'est top, génial, fantastique. Parce qu'eux, Bravo ils vont à venir toi. avec la techno, c'est clair. Et ça, je trouve extraordinaire, si tu veux, pouvoir montrer aussi que tu lui as rendu service. C'est-à-dire que ces métiers-là ne sont pas des métiers juste où tu es là à servir des bouteilles de coca, qu'il y a autre chose derrière. Et c'est, je trouve, cette autre chose qu'il faut pouvoir découvrir aussi de cette manière-là, parce que c'est aussi valorisant, très clairement. Et après, suivant donc quelle ambiance tu es, suivant avec quel chef, parfois de cuisine tu es, tu as aussi des gens qui sont hyper créatifs, qui sont hyper dynamiques, qui essayent d'inventer, qui font participer, qui font déguster parfois les plats, etc., etc. Et quand tu es dans cette dynamique-là, ou dans cette convivialité-là, je pense que tu peux aussi trouver une forme de deuxième famille dans certains cas. Je pense que ça, si tu veux, c'est peut-être ce qui n'a pas toujours été mis en avant, ou alors ce qui n'a pas toujours été fait dans nos métiers. Après, il faut des bonnes équipes, du bon management. Enfin, évidemment, il faut qu'à l'intérieur, ça passe roule. Par là. Ouais. Ça passe par là. Et ça, c'est pas, on ne peut pas dire qu'on est 100% juste. Et très clairement, je pense, nous, opérateurs, si tu veux, on n'a pas non plus valorisé ces métiers-là. On ne les a pas rendus sexy, pour faire ça. Donc, on doit aujourd'hui maintenant, le faire. tu as des tables où tu peux... Parce que je réfléchissais pour l'event de Noël là, qui s'est passé il y a un petit moment maintenant. Il y a ces tables où tu es à côté de la cuisine, tu es au cœur de l'action, tu vois ce qui se passe, tu les entends. C'est une manière aussi déjà de faire l'expérientiel pour le client et puis de montrer comment ça se passe. Alors évidemment, il vaut mieux que ça se passe bien pour pouvoir l'ouvrir au public, on est d'accord. Mais je trouve que c'est assez sympa d'avoir cette expérience immersive. Ils le font aussi dans un bar japonais, là où on est allé avec aussi une partie de mon équipe il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, par exemple, si tu veux, tu avais la raclette qui se préparait dans un de nos restaurants en Valais. Elle se préparait en cuisine. Depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, la raclette, elle se prépare en fait dans la salle. Et directement, elle est raclée. Pourquoi ? Parce que c'est aussi plus rigolo, parce qu'il y a tout à coup une interaction directe. Puis on attend, on attend. Moi, j'aime pas tellement c'est ce qu'il y a autour. Moi, j'en veux je peux plus. avoir un cornichon de plus. Enfin, bref, il y a cette interaction-là qui est importante, mais aussi la personne qui le fait est valorisée. Parce qu'à un moment donné, il y a la lumière qui va sur elle. Et je pense que ça, c'est important. On doit réapprendre, franchement, à rendre sexy nos métiers parce qu'ils sont attractifs. Mais c'est pas simple, c'est pas facile parce qu'aujourd'hui vous êtes quand même confronté à des clients qui ont des exigences très fortes, qui n'hésitent pas à les exprimer en direct. Ça, c'est encore le mieux. Et avec les nouvelles générations, ça va être encore plus le cas. Ils sont assez frontales dans les retours directs, justement. Oui. Et puis, ils vous disent, voilà, mon eau, elle est trop froide, elle est trop chaude. Là, il n'y a pas d'hésitation aucune à vous le dire directement. Donc, c'est comment est-ce qu'on perçoit aussi ça ? Comment est-ce qu'on arrive à l'accepter ou pas à l'accepter ? Et c'est là où on doit apprendre. Il y a toute une dimension psychologique de manière à ce que tout ne soit pas pris en frontal. Parce que sinon, quand vous prenez 10 critiques dans la journée, c'est difficile de rentrer chez vous le soir et puis de siffloter. Et la sécurité psychologique, c'est pas facile à maintenir dans le monde du travail. Parce qu'on est quand même pressé tout le temps et partout comme des citrons, mais on est quand même, je trouve, moi sur juste 20 ans de carrière, je vois quand même le rythme s'est accéléré. L'IA nous accélère aussi cette pression, la charge de travail. Donc c'est vrai que c'est pas évident dans tous les métiers. Métiers de bureau et dans les nôtres. Voilà, mais bien sûr. Et puis, quand même, un travail, tu as quand même une pression sur la productivité, que les métiers changent. On imaginait avoir des robots qui voyagent partout, mais même dans des pays relativement bien développés sur ces métiers-là, même en Corée ou au Japon, tu vois que c'est encore très anecdotique, c'est-à-dire c'est encore pour le show. Ça n'a pas remplacé l'humain. Les bars et restaurants aux États-Unis, pour des questions économiques, qui ont décidé de mettre des serveurs à l'autre bout du monde. Tu arrives devant un écran, tu passes ta commande, la commande, elle est prise par quelqu'un qui se trouve en Thaïlande, qui se trouve à l'étranger, qui coûte évidemment bien moins cher. Et puis, ta commande, elle est basculée en cuisine ou derrière, tu as du personnel. Mais tout ça, si tu veux, c'est vraiment un peu le show. C'est pas une tendance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est, je pense que d'ici quelques mois, on aura des robots qui pourront te changer le lit dans un hôtel.
Oui, parce que nous, on l'a vu aussi dans les EMS. Et ça, je pense que si tu veux, c'est des tâches qui sont fastidieuses, qui devront être supervisées, mais là, il y a une utilité, parce que c'est pas... Il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est pénible, franchement. Très peu, franchement. Et puis, c'est pas là où on doit investir, parce que le personnel, il n'est pas visible. Je te change ta chambre au moment où tu n'y es pas, donc je fais pas le show. Et là, je pense qu'il y a de la vraie valeur ajoutée qui peut enlever, si tu veux, de la fatigue inutile et des travaux et trop peu de valeur ajoutée. Extra. Au début de l'entretien, tu me disais être un grand curieux et explorateur. Est-ce que c'était un entretien hyper riche, vraiment, Patrick, je te remercie beaucoup, j'ai eu beaucoup de plaisir. Est-ce que tu te vois terminer et poursuivre ta carrière dans ce secteur-là, ou est-ce que tu as encore d'autres envies et d'autres horizons au niveau pro? Tant qu'on voudra de moi, déjà, et puis tant que ma curiosité continuera d'être alimentée. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, au sein du groupe, on a des jolis projets, dont celui d'Yverdon. Ça va te tenir occupé de toute façon encore un petit moment. Ou j'ai la chance que ça va bien m'occuper encore pendant pas mal de temps. Et puis après, il faut rester ouvert et curieux, parce que c'est vrai que nos métiers sont des métiers qui sont aussi en mutation, qui sont aussi en changement. Et je pense qu'on a de la chance finalement d'être dans des métiers très humains. Et puis aujourd'hui, ça reste une force de mon point de vue. En tout cas, entre les médias et l'hôtellerie, tu es vraiment dans des secteurs en pleine mutation. Je pense que tu ne t'ennuies pas. Pas du tout. Et j'ai senti toute cette richesse, en tout cas, dans notre entretien. Je te remercie infiniment. Merci à toi pour l'accueil. Et puis bonne suite. Et puis je me réjouis de voir les détails de l'enquête. Voilà, et volontiers, Absolument. si tu peux ensuite le partager à ton réseau et à qui serait intéressé, puisque ces résultats seront mis gracieusement à disposition des personnes intéressées au secteur du tourisme dans la Suisse romande. Avec plaisir. Merci Patrick. Toi.